Denis de Rougemont, alors je fais un peu de blabla comme ça pour me mettre en train. Je viens de paraître de vous un livre épais et important par sa forme et son contenu qui s'appelle Le journal d'une époque et qui porte sur 1926-1946, ce qui est tout de même l'histoire de notre jeunesse et aussi de la vôtre. Et il se trouve que ces deux dates correspondent aussi à un mouvement qui a terrifié l'Europe, qui a été les prémices et l'accomplissement de la Deuxième Guerre mondiale, dont le monde entier a souffert, et qui a tourné autour, bien entendu, du phénomène, de ce que vous appelez le phénomène national-socialiste. Alors, ce qui me paraît essentiel dans votre livre, qui comporte 4 journaux, Le Paysan du Danube, le journal d'un intellectuel en chômage, le journal d'Allemagne et le journal des Deux Mondes, ces journaux eux-mêmes se subdivisant en plusieurs chapitres, ce qui paraît essentiel, l'idée qui paraît essentielle et que je souhaiterais que vous développiez, c'est cette idée de l'homme que vous êtes, que nous connaissions, que vous étiez déjà en 1926, c'est-à-dire du journaliste, de l'écrivain, de l'observateur, du témoin, du philosophe, face à une action qui s'est avérée dévastatrice, autrement dit, de l'homme face à l'univers, face au monde. Et dans ce livre, il y a un moment que j'aime beaucoup, une page que j'aime beaucoup, où vous comparez le suicide de Werther par rapport à l'univers, c'est-à-dire du héros de Goethe, au suicide, par exemple, de Mayakovsky, et vous comparez les deux mondes et les deux hommes, c'est-à-dire le 18e siècle et le 20e siècle. Plutôt le 19e siècle et le 20e siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette évolution de la position de l'homme face à l'action et de la position de l'écrivain et de cette sorte d'impuissance qui a amené certains d'entre nous, et principalement vous-même, puisque je crois que vous avez inventé le mot, à l'engagement? Voilà, je suis parti de loin pour arriver à cette notion d'engagement. Car vous rappelez ce petit livre, Le Paysan du Danube, qui forme la première partie de ce recueil de 4 ouvrages, plus beaucoup de pages inédites. Ce petit livre décrivait une sorte d'errance sentimentale dans les pays de l'Europe centrale, la Hongrie, Vienne, les châteaux en Prusse, les paysages de la Souabe, dans l'atmosphère de Novalis, de Hölderlin, que j'avais traduit, que j'aimais beaucoup. J'étais à ce moment-là, si vous voulez, un jeune étudiant, poète, qui pensait faire uniquement de la littérature dans sa vie, et une littérature qui était entre le romantisme et le surréalisme. Une sorte de Barnabous. Il y a eu tout d'un coup chez moi, à la suite de toutes sortes de crises intérieures et autres, une découverte au cours de mes premiers mois à Paris. J'avais 25 ans à ce moment-là. Une découverte de l'état de la société, de l'état du monde d'aujourd'hui, que j'ai faite en commun, je crois, avec beaucoup d'amis, beaucoup de groupes de jeunes gens qui étaient plus ou moins écrivains, professeurs ou économistes ou sociologues, qui ont formé dans le même moment, très remarquable, en tout cas dans mes souvenirs, que j'appelle l'automne de 1932, 3 revues simultanément qui ont paru en octobre, novembre et décembre, les premiers numéros de l'Ordre Nouveau d'Esprit et d'une petite revue de théologie et de philosophie existentielle que je faisais avec quelques amis et qui s'appelait Iketnak. Ces 3 revues ont paru simultanément à ce moment-là, ainsi qu'une sorte d'enquête de présentation de tous les jeunes groupes personnalistes révolutionnaires, communistes ou d'extrême droite, que j'ai faite dans la Nouvelle Revue Française et qui s'appelait Cahier de revendication. On y présentait tous les groupes, de celui de Thierry Monnier qui s'appelait Réaction jusqu'à l'Association des artistes révolutionnaires avec Nizan et Lefebvre, en passant par Mounier d'Esprit, Aron et d'Andieu de l'Ordre Nouveau et moi-même qui me trouvais faire partie des 3 groupes simultanément. Vous aviez donc conscience que le monde allait changer, ou tout au moins l'Europe. Alors nous tous, n'est-ce pas,
dans tous ces groupes-là, tous les noms que je viens de vous dire, nous étions devant la constatation de la crise. C'était 2 ans après la grande crise de Wall Street, qui s'était répercutée avec un peu de retard sur l'Europe. Nous avons, au fond, découvert l'état de désordre profond de la société capitaliste bourgeoise. L'état de dissolution du principe communautaire qui devrait relier les hommes entre eux, leur donner des buts communs d'action. Sans ça, à quoi ça sert de vivre les uns à côté des autres si on n'a aucun idéal commun et rien à faire ensemble dans la vie. Devant ce désordre complet du monde, disons, individualiste capitaliste, bourgeois, nous trouvions une grande solution que nous rejetions tous. Après examen attentif et objectif, c'était la solution que j'appellerais en gros totalitaire, c'est-à-dire la recréation d'un ordre militaire total, englobant, n'est-ce pas, toutes les facultés humaines, pas seulement l'homme social, mais aussi l'homme intérieur, qu'on voulait mettre au pas, c'était le grand adjectif, le grand verbe de Hitler et de Mussolini, mais aussi de Staline. Ça se disait autrement en termes marxistes, c'était la même chose. Nous étions donc très violemment, dirais-je, contre cet ordre fasciste, totalitaire ou stalinien, mais nous refusions ce que nous appelions le désordre établi, qui était la société dans laquelle nous avions été élevés. Alors, comment s'en sortir ? C'est à ce moment-là que nous avons, beaucoup d'entre nous, élaboré cette doctrine personnaliste qui part d'une espèce d'idée de l'homme engagé dans une société et au service d'idéaux communs. Un homme qui reste distinct des autres, qui ne doit pas s'aligner complètement, mais qui a une vocation qui le relie. Cette espèce de paradoxe, si vous voulez, je définissais la personne comme l'homme, l'individu, qui, recevant une vocation, est à la fois distingué de la masse par cette vocation qu'il est seul à pouvoir accomplir, et relié à la communauté par l'exercice même de cette vocation. Alors ça nous a amené, et en tout cas moi, à ce terme d'engagement nécessaire de l'intellectuel. Vous voyez que j'étais déjà très loin du jeune poète influencé par Hölderlin et les surréalistes, et qui pensait se promener à travers l'Europe du sentiment. L'Europe des cours, c'est ça. Enfin, la fin de l'Europe des cours. Oui. Mais alors cet engagement, en fait, c'est un désengagement, si on joue sur les mots. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait point pour vous d'un engagement politique à court terme. Il ne s'agissait surtout pas de s'engager au service d'un parti, n'est-ce pas, au service d'une cause extérieure. C'était le contraire de l'embrigadement. Ce que nous appelions engagement, et je discute cette notion au seuil de mon premier livre publié à Paris qui s'appelait « Politique de la personne », qui est paru au début de 1934 et qui groupait des écrits plus anciens de 31, 32, 33. Je parlais, c'était mon premier sous-titre, « Ridicule et impuissance du clerc qui s'engage ». Je montrais bien les limites de cet engagement, mais aussi sa nécessité profonde. Pour la santé de la pensée, disais-je, il faut qu'elle fasse un acte de présence au monde. Et c'est probablement alors grâce à cette espèce de recul que vous avez pris sur le siècle, car finalement nous avons été tous entraînés dans un vertigineux tourbillon, que ce journal, ces journaux ont pu naître et voir le jour, et que vous vous retrouvez aujourd'hui dans une ligne européenne assez nouvelle, mais qui vient de loin, comme vous disiez tout à l'heure. Alors la deuxième question, Denis de Rougemont, que je voulais vous poser, c'est que vous avez assisté, vous avez été un témoin lucide, mais passionné aussi, de cette montée effrayante d'Hitler. Vous dites à un moment qu'on aurait pu le tuer très facilement, et que personne ne l'a fait, ce qui est bien prouvé malheureusement, et que vous n'expliquez cette folie collective du peuple allemand, car vous aimez beaucoup l'Allemagne comme vous aimez beaucoup la Hongrie, comme vous êtes un des grands Européens de ce siècle, vous les aimez charnellement, puisque vous avez l'habitude de penser avec vos mains et de voir les choses. Vous dites à maman que le métro, c'est le subconscient des citadins, qui est une formule que j'aime beaucoup. Comment avez-vous vu naître ce fascisme monstrueux, et comment expliquez-vous que non seulement les 40 millions ou 50 millions d'Allemands s'y soient adonnés avec volupté, mais que, en plus, alors personne n'ait pu arrêter cette effrayante catastrophe? Eh bien, j'avais écrit
pas mal de choses contre Hitler dans nos petites revues, l'Ordre Nouveau, Esprit, quand j'ai rencontré un jeune homme, un très long personnage, un peu blond, qui s'appelait Otto Abetz, qui est devenu célèbre depuis, qui à ce moment était complètement inconnu, mais qui avait été chargé par les Allemands de maintenir le contact avec ces jeunes groupes révolutionnaires français, de droite, du centre et de la gauche. Le nommé Abetz m'a dit « J'ai lu vos articles, vous êtes très dur pour notre régime et pour l'Allemagne. » Je lui ai dit « Je ne suis pas dur pour les Allemands, je les aime et je les connais depuis très longtemps, depuis bien avant le régime. Mais en effet, je suis impitoyable sur le chapitre du totalitarisme. » Il m'a dit « Je vous considère comme un esprit honnête, mais tout à fait injuste, mal informé. Est-ce que vous relèveriez le défi suivant? Je peux vous faire nommer, je sais que vous êtes en chômage, que vous n'avez pas de travail, je peux vous faire nommer tout de suite lecteur de français à l'université de Francfort. » Alors je lui dis « À quelles conditions? Est-ce qu'il y a des conditions politiques? » Il me dit « Il n'y en a pas d'autre que l'engagement de dire honnêtement ce que vous aurez pensé de notre régime après l'avoir vu de près. » J'ai relevé le défi. J'ai été nommé très vite, en 15 jours ou 3 semaines, je crois, et j'ai passé une année à donner des cours de littérature française à des étudiants dont le premier rang était en chemise brune et même en chemise noire. J'ai passé pas mal de temps à me demander si cette révolution nationale-socialiste était une réalité ou pas. Jusqu'au jour où j'ai été entendre un grand discours d'Hitler devant 40 000 personnes qui l'avaient attendu dans une grande Festhalle à Francfort pendant 5 heures, avec 100 000 personnes autour dans les jardins et les parcs qui poussaient des grandes clameurs rythmées. Au bout de tout ce temps, tout s'est éteint. Et il y a eu un petit coup de projecteur sur une galerie au premier étage et on a vu le tout petit homme en brun s'avancer dans un sourire extatique, accueilli par la clameur de ces centaines de milliers de gens. Et alors j'ai compris d'un seul coup de quoi il s'agissait. C'était une religion nouvelle qui se déchaînait sur l'Allemagne, c'est-à-dire la réponse à des gens qui avaient été atomisés, n'est-ce pas, comme nous l'étions dans nos pays, mais encore plus par l'inflation, la défaite et tout cela, le grand désordre des mœurs en Allemagne, qui n'avaient plus aucune religion, ils n'avaient plus rien à quoi se raccrocher. Hitler est venu et s'est présenté comme le sauveur, le créateur d'une nouvelle religion, ce qui entraînait cette espèce de délire des masses, réellement possédé au sens charnel par le petit homme qui commençait à hurler. Il commençait ses discours très bas et puis la voix montait, enfin vous avez entendu ça à la radio au moins. Et à la fin, tous ces hommes, le bras levé, pleurant, et moi, les mains dans les poches de mon manteau, sentant une espèce de traction physique sur mon bras. J'ai eu toutes les peines du monde à ne pas le lever. J'ai découvert ce jour-là qu'il y avait une réalité dans ce qu'on appelle, d'un terme un peu romantique, l'âme des masses, l'âme collective. C'est quelque chose, c'est une force qui existe, qui peut être mesurée comme l'électricité. Et vous parlez d'un vertige dialectique à plusieurs reprises, vous insistez sur les Jacobins, sur une sorte de parallélisme entre Hitler et Robespierre. Oui, et surtout entre les théoriciens d'Hitler et les théoriciens du jacobinisme, dont certains étaient allemands d'ailleurs. Anacharsis Clotz, qui était le grand théoricien des Jacobins, était un Prussien, il ne faut pas l'oublier. Il y a peut-être là quelque chose qui explique un peu cette volonté fanatique d'uniformisation qu'on trouvait chez les Jacobins et chez les totalitaires. Les Jacobins ne sont pas allés jusqu'à la possession du monde. Non, mais ils auraient bien voulu, n'est-ce pas? Anacharsis Clotz a fait de grands discours qui ont été affichés toujours par la Convention, où il demandait que le monde entier soit unifié et qu'on puisse aller, chose curieuse, il demandait qu'on ouvre des routes sans frontières où l'on irait de Paris, capitale du monde et centre du monde, sans limitation aucune jusqu'à Pékin. Il y avait une sorte de mégalomanie. Alors, et il parlait aussi de la nécessité que le coup électrique de la raison donné par le centre de Paris se transmette instantanément et uniformément jusqu'à toutes les frontières du territoire.
Alors cette espèce de délire, n'est-ce pas, de démence centralisatrice et disciplinaire, totalitaire, je la retrouvais chez les Jacobins et je me suis amusé à leur donner un cours où je leur lisais des auteurs de l'époque de la Révolution française en leur disant à ces jeunes gens qui étaient en chemise brune, vous êtes en fait des Jacobins en chemise brune. Bon. Denis de Rougemont, à un moment, vous dites le rationalisme, c'est la philosophie des célibataires. Je trouve ça très joli. Vous dites que les rationalistes sont des clercs parfaits, et je me demande, étant donné que vous citez souvent Kierkegaard, je me demande, sachant que vous êtes protestant, que vous êtes un grand libéral, si vous n'avez pas entrevu pour cette Europe dont vous êtes quand même un des pères spirituels, ne fût-ce que pour la connaître par les grands et par les petits, je me demande si vous n'avez pas une solution qui se rapprocherait de la solution médiévale, une sorte d'Europe chrétienne dont nous avons vu l'esquisse avec de Gasperi, Schumann, Adenauer, et ou si vous avez une autre espérance, si vous pensez que cette Europe... Je vous arrête, je ne crois pas qu'on puisse parler d'une Europe chrétienne qui serait une Europe formée entièrement de chrétiens, voire de saints. Ça, c'est une utopie complète, je n'y crois pas du tout. Je pense plus à Nicolas Flou, dans l'immédiat. Ah si, comme saint, comme médiateur et comme grande figure, oui. Mais je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement parler, même d'un point de vue de saine théologie chrétienne, d'une Europe chrétienne. L'Europe n'a jamais été chrétienne. Elle a été plus ou moins christianisée, plus ou moins influencée par l'Évangile. Alors, je crois qu'on ne peut rien espérer de plus. On peut espérer appliquer, si vous voulez, une certaine idée de l'homme chrétienne, qui est pour moi la personne, telle que je la définissais, avec la vocation, n'est-ce pas, qui vient la distinguer, puis la séparer, puis la remettre en communication. On peut fonder là-dessus un ordre politique qui ne sera pas un ordre chrétien, mais qui ne sera pas contraire et qui sera même favorable à la réalisation des vocations des personnes, et puis ensuite des groupes, puis ensuite des régions. Alors là, je m'arrête. Je ne crois pas donc à une Europe des États-nations. C'est peut-être ça qui a empêché les trois grands catholiques si amis, n'est-ce pas, pendant longtemps, qui étaient Adenauer, Schumann et de Gasperi. Ils en sont restés, dans leur analyse de la situation, à l'idée que c'était sur les États-nations tels qu'ils sont aujourd'hui qu'il fallait se fonder. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas fait un pas dans la direction d'une union politique en Europe. On a été très loin dans d'autres domaines, en économie, dans le plan de la culture, dont je m'occupe spécialement à Genève. Mais au point de vue politique, on n'a rien fait du tout, parce qu'on ne fera jamais rien avec les États-nations. Il faut les dissoudre, il faut retrouver des régions. Et sur ces régions complémentaires, faites pour s'entendre, nécessitant, qui ont chacune la nécessité de communiquer avec les autres, on pourra faire un beau tissu européen très solide qui finalement sera couronné par une fédération politique. Qu'est-ce que c'est que cette culture dont vous vous occupez en ce moment? C'est vous préparer l'avenir, toujours? Nous préparons, si vous voulez, les esprits, dans la mesure où nous le pouvons, dans toutes sortes de domaines différents de la culture, à travailler ensemble, à sentir les choses d'un point de vue européen, à se rendre compte que toute la culture dans nos différents pays a des sources communes, est une seule culture. L'Europe dans son ensemble est une culture. Et nous voulons montrer, par exemple, par une campagne d'éducation civique faite au niveau des maîtres secondaires dans tous les pays, des professeurs de lycée et tout cela, que toutes les matières qu'on enseigne à l'école peuvent l'être dans un esprit européen, que ce soit l'histoire, la géographie, l'économie, l'instruction civique, tout cela doit être fait avec un horizon européen et pas un horizon national. Gide et encore Goethe moins ensemble. nationaliste. Gide et Goethe ensemble. Oui, mais encore beaucoup plus profondément, n'est-ce pas, la manière de réagir aux choses, d'être un citoyen, et tout cela qui a une grande tradition en Europe et qui s'oppose à toute espèce de nationalisme étroit, fût-ce un nationalisme de l'ensemble de l'Europe contre les autres parties du monde, d'ailleurs. Alors, après cette guerre, le livre, le journal d'une époque, se termine sur votre retour à Paris.
enfin en Europe, et l'éblouissement de la libération de Paris. Vous dites d'ailleurs, vous avez des pages tout à fait sensibles et belles sur ce que vous aimez dans Paris, qui sont d'ailleurs d'un amour très lucide, car vous n'êtes pas toujours tendre non plus pour vos contemporains, pour vos compatriotes. Ce que je voulais vous demander, si vous le permettez, et ce sera ma dernière question, c'est votre contact d'humaniste avec ce prodigieux pays qui est une sorte de monde sur lequel on s'interroge encore, qui sont les États-Unis. Vous y consacrez de nombreuses pages dans le journal des... Ah oui, presque tout mon journal des Deux Mondes. Vous avez beaucoup vécu aux États-Unis, Denis Drougemont. Bien, j'y ai passé 6 ans. J'ai été envoyé par le gouvernement suisse pour expliquer un peu la position de la Suisse et pour faire jouer à l'exposition mondiale de New York un drame que j'avais écrit avec Arthur Honegger, qui s'appelait Nicolas de Flux, qui devait être joué là. Il a été joué en réalité un peu plus tard à New York. Et puis j'ai été pris là-bas par l'entrée en guerre des États-Unis, de sorte que la guerre m'a rejoint, n'est-ce pas ? Je n'avais pas voulu la fuir, mais enfin j'avais été envoyé là-bas, où on pensait peut-être que j'étais moins gênant qu'en Suisse à ce moment-là, à cause de mes articles contre Hitler. J'y suis resté donc pendant 6 ans. J'ai été en Amérique du Sud aussi quelque temps, et puis je suis entré, car il fallait bien vivre, je n'avais pas le sou là-bas, il fallait que je gagne ma vie. J'avais ma femme et 2 enfants, très jeunes avec moi. Je suis entré à l'Office of War Information, qui était le ministère de l'information des Alliés, pas seulement des États-Unis, mais de l'ensemble des Alliés, où j'ai fait pendant près de 2 ans les émissions en français qui s'appelaient « La Voix de l'Amérique parle aux Français », émission retransmise par la BBC à Londres, et où j'avais je ne les parlais pas moi-même, je les écrivais. Et les parleurs que j'avais, il y avait 2 ou 3 petits groupes de parleurs, et dans le premier, le plus fréquent, il y avait André Breton, Claude Lévi-Strauss et Georges Dutuit, le critique d'art. C'était assez amusant comme réunion de gens. Alors nous voyons tous les jours là. Et quelquefois, je disais à Breton, est-ce qu'au fond, ça ne vous ennuie pas de lire cette prose ? Est-ce que vous n'en concevez pas un certain mépris pour un écrivain qui s'abaisse à ce genre de choses? Alors Breton me répondait avec beaucoup de bon sens, il me disait non, j'estime comme Apollinaire, qui me le disait souvent, qu'un grand écrivain doit savoir écrire tout, depuis le prospectus publicitaire jusqu'à la grande oraison funèbre, en passant par tous les genres. La radio considérée comme un art d'écrire. Dont la radio. Qu'est-ce que vous appelez un style qui supporte le transport ? Ah, voilà. Alors ça, c'est une expérience assez dure que j'ai dû faire en Amérique. L'expérience d'un essayiste, d'un moraliste français, si vous voulez, qui attache la plus grande importance à la moindre virgule, au rythme d'une de ses phrases, n'est-ce pas, à la moindre syllabe en trop ou en pas assez, et qui se trouve plongé dans un milieu linguistique, et pas seulement linguistique, n'est-ce pas, un milieu qui pense autrement, dans cet énorme continent américain. Et alors, avec les gens à qui je m'adressais là-bas, j'étais bien obligé de trouver un nouveau langage commun, ou si vous voulez, les petites astuces du style français, tout ce qui fait qu'on attribue une certaine qualité à un style chez nous, ne jouait pas, ou faisait même obstacle. J'ai dû m'habituer à dire ou écrire des choses qui pouvaient être traduites, sans perdre leur vigueur. À écrire des choses dont l'intérêt n'était pas purement formel, si vous voulez que je simplifie un peu. C'est à ce moment-là que vous avez écrit la lettre sur la bombe atomique. J'ai écrit à la fin de la guerre, oui, les lettres sur la bombe atomique, mais ça, je l'ai écrit en français pour un public français. D'autres choses, je les ai écrites là-bas pour un public américain, beaucoup d'articles. J'ai fait un petit livre sur la Suisse. J'ai écrit mon livre sur le diable, La part du diable, qui était de nouveau une espèce d'interprétation de l'hitlérisme et des démocraties. Vous avez très bien connu Saint-Exupéry, je crois. Je l'ai beaucoup connu là-bas. Nous avons habité dans 2 ou 3 maisons que nous avions louées ensemble. Et c'est un des écrivains que j'ai vu le plus souvent, de la manière la plus intime, ainsi qu'André Breton.
et tous les surréalistes qui étaient là-bas, les peintres surréalistes. Et vous parliez Max de Ernst, Marcel Duchamp, dont je rapporte pas mal de propos dans mon journal des Deux Mondes. Est-ce qu'il y aura une suite, Denis Drougeot? Eh bien, je l'espère. Votre livre s'arrête en 1946. Je l'espère, il s'arrête en 1946. Il y a toute une génération qui est née maintenant. Parce que mon quatrième volume repris dans cette suite-là s'arrêtait lui-même en 1946. Mais je compte bien faire une suite que j'intitulerai Journal d'un Européen, qui commencera avec mon retour définitif des États-Unis et mon engagement au service du fédéralisme européen, auquel j'avais juré de donner 2 ans de ma vie en rentrant des États-Unis. Et voilà 21 ans et j'y suis encore.